Bon, vous l'avez bien compris qu'on va naviguer tout au long de cette journée sur des actualités chaudes et structurelles liées un petit peu à notre écosystème. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aborder la transformation digitale dans le monde de l'asset manager. On sait que souvent, quand on parle de cette thématique, on l'approprie souvent au monde de la banque et de l'assurance, hein, et à juste titre. Hein. Je lisais ce matin que 309 milliards de dollars ont été mobilisés cette année par les banques justement pour assurer cette transformation et abandonner leur traditionnel modèle opérationnel. Et l'idée justement avec nos intervenants autour de ce regard croisé, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la gestion d'actifs. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe, qui est CEO de MoneyOne, et Annabelle, CEO de Lidix. Christophe, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous présenter ta solution hein, que tu positionnes comme le Netflix de l'épargne et nous présenter en quoi effectivement tes différenciations par rapport aux plateformes qui existent et quelle est ton offre en fait? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, bon, je vais faire en 2 secondes parce que le sujet, on va aborder assez vite la logique d'asset management. Mais nous, donc MoneyOne.fr, on est un distributeur d'épargne direct to consumer. Donc on distribue de l'épargne à des clients retail. Notre particularité, elle est qu'on est asset manager en parallèle. Donc on a une logique et de gestion et de distribution. Et donc ça nous donne pas mal de leviers en termes d'innovation sur l'offre, d'innovation sur les prix, sur la manière de distribuer, etc. Donc je ne vais pas revenir complètement dans le détail de ce qu'est MoneyOne.fr, mais en gros, voilà, distributeur d'épargne digital. Dans cette logique d'asset management, puisqu'on est aussi asset manager, ce qui est important, c'est de voir qu'on est dans un mouvement de mutation, mais pas encore de disruption. Donc le constat qu'on fait environnemental autour de tout ça, c'est qu'il y a quand même une agrégation des acteurs de l'asset management, majoritairement pour une notion de marge, ce qui fait tout le bien fondé d'ailleurs du direct to consumer, puisqu'on a une marge de gestion et de distribution. C'est une des disruptions de l'asset management. On a aussi un modèle qui est encore extrêmement centralisé. On a un troisième aspect qui est que les utilisateurs ont des néologiques d'usage, d'utilisation, de commercialisation, de consommation à laquelle aujourd'hui l'asset management ne répond toujours pas. On est dans une notion aussi où beaucoup d'individus, tu parlais du Netflix de l'épargne, c'est complètement notre logique, c'est-à-dire qu'on passe d'une logique de propriété à une logique d'usage. Hein. Netflix, on n'achète plus ses films, on s'abonne aux films, Spotify & Co. On a envie de démontrer la même chose dans la logique d'acquisition de l'épargne, dans des logiques d'abonnement assez cohérentes. Et puis, il y a une révolution technologique extrêmement importante. Alors, tu évoquais des investissements massifs de la part du monde financier dans sa globalité. J'ai envie de dire, c'est pour rattraper le retard, pas encore pour disrupter le marché. Donc, voilà, donc ça, c'est les investissements futurs qui vont être assez importants. Et ça ouvre un champ des possibles qui est relativement large. Alors, il y a des choses qui sont, on va dire, qui sont de place, typiquement, c'est des sujets qu'on a évoqués avec Annabelle, les logiques de diligence, de KYC, où aujourd'hui, il est complètement anormal que pour aller du fournisseur A au fournisseur B, vous deviez recommencer, puis votre première communion, la réalité de qui vous êtes, pourquoi, quel est votre profil de risque, vos pièces d'identité, etc., etc. Quand c'est pas du tout la logique d'un utilisateur dans une logique de consommation classique, hein, il va de Fnac à Amazon, voilà, il met 3 minutes à acheter quelque chose. Donc ça, c'est un premier élément qui est un peu global de place. Il y a une deuxième logique qui est la réglementation. Elle est fondamentale, la réglementation, mais elle est contre-productive vis-à-vis de la démocratisation de l'épargne. Donc ça, c'est un combat qu'on doit mener aussi collectivement, de manière à l'optimiser et la rendre compréhensible. Je pourrais prendre plein d'exemples, on n'a pas complètement le temps, mais quand je vois les logiques de préférence de durabilité aujourd'hui, par exemple, c'est totalement ubuesque. L'idée est bonne, la mise en application est hallucinante. Et puis encore une fois, évidemment, cette révolution techno, alors pour nous, elle est hyper importante et le modèle qu'on a Asset Manager et distributeur nous permet de faire pas mal de choses autour de tout ça. C'est qu'elle permet de faire des choses, on va dire d'un point de vue purement technique, hein, je passe les logiques de process opérationnel, réglementaire, mais d'un point de vue purement technique, aujourd'hui, on peut rendre des choses illiquides liquides, on peut faire du trade sur token. La blockchain, elle peut limiter à l'actif comme au passif des niveaux de coûts. On parlait de l'utilisateur qui veut une logique de as a service. Demain, on est dans une gestion collective. Demain, l'asset manager n'aura pas d'autre choix que de passer dans une gestion sur mesure, individualisée, parce que c'est l'exigence de l'utilisateur. Donc voilà. Donc tous ces modèles-là font qu'elle est assez inéluctable, la disruption de l'asset management. Merci Christophe.
Annabelle, de ton côté, Oui. on a souvent tendance à dire que voilà, l'assurance ces 2 dernières années, effectivement, a un peu plus d'avance sur l'esprit disruptif. Quel est un peu ton retour justement sur l'expérience client développée dans le secteur de l'assurance pour toi? Quels sont les marqueurs justement dont pourraient s'inspirer les asset managers, le monde de la gestion d'actifs aujourd'hui? Ouais. Alors, déjà, merci Finance Innovation pour l'invitation et pour reparler un peu, pour ma part, d'asset management qui me renvoie un peu à mes premières amours, puisque j'ai commencé de ce côté-là avec la création des premiers sites vitrines, Web 1 d'asset management, puis Web 2 d'épargne salariale, ce qui est devenu Amundi entre-temps. Et effectivement, quand après je suis arrivée à l'époque du Web 2 chez AG2R La Mondiale dans l'assurance et plus particulièrement dans l'assurance vie, j'avais vraiment la sensation quand même d'un certain retard en fait côté assurance vie, particulièrement par rapport à l'asset management. Je dirais qu'aujourd'hui, ça s'est presque un petit peu aligné. On est sur des sujets dans les deux cas qui sont très B2B2C. Et qui globalement, les deux sont assez en retard, même par rapport à la banque et par rapport au paiement, puisqu'on voit bien que toute la partie paiement, c'est quand même aligné sur tout ce qui est le retail, qui est la norme aujourd'hui pour les consommateurs. Alors clairement, il y a des freins. Là, en arrivant tout à l'heure, j'entendais tous les freins qui sont liés à la mise en œuvre de DSP2, le retour au web scrapping. On a l'impression de revenir 10 ans en arrière. Le sujet, c'est qu'effectivement, encore aujourd'hui, on a un énorme décalage en fait entre l'expérience utilisateur des épargnants. Là, je vais parler plutôt côté assurance vie. C'est vrai que ça bouge moins vite sur la partie assurance vie, qui est la plus connectée quand même à l'asset management, que sur la partie IARD. Pourquoi Pour des raisons assez évidentes. C'est qu'on a côté assurance vie une non-portabilité des contrats, on ne peut pas transférer les contrats. Et donc, évidemment, ça limite en fait, si on ne peut pas transférer, automatiquement, il y a beaucoup moins de compétition. Voilà. Et pourtant, je dirais que alors, apparemment, les clients s'en arrangent, c'est-à-dire qu'il y a un tel biais fiscal, notamment à la succession sur l'assurance vie, ça fait quand même que les clients y vont, mais je dirais ils y vont un petit peu contraints et forcés en fait, à travers les modèles existants, qui sont des modèles encore très traditionnels, banque assurance et très papier en fait, encore aujourd'hui, ou à peine digitalisés. Clairement, l'attente, elle est autre aujourd'hui, mais il n'y a pas forcément une mise à disposition, en fait, je dirais aussi bien des clients finaux, mais que des intermédiaires, puisqu'en fait, c'est intermédiaire. Donc, que ce soit des conseillers bancaires, des CGP, des family office, des banquiers privés ou des gestions de fortune. Aujourd'hui, entre la réglementation sur le KYC, sur le conseil et la mise à disposition des infos sur les supports, notamment les supports qui sont très prisés au côté tout ce qui est immobilier, etc., on se retrouve avec des parcours clients super lourds. Alors, pour vous donner un petit retour d'expérience de ce que fait l'IDIX, parce que finalement, le parallèle, il est complètement pertinent. Donc moi, je suis la fondatrice de l'IDIX, qui est une plateforme SaaS B2B. Aujourd'hui, nous, on commercialise nos services auprès du secteur de l'assurance vie. Et l'enjeu, c'est de réinventer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire on est vraiment positionné en back to front, d'accord ? Donc aussi bien pour les clients, les assurés ou les commerciaux. Et notre module, qui est notre module phare aujourd'hui, c'est l'optimisation de la gestion de succession. Si quelqu'un a fait l'expérience ici de comment ça se passe une gestion de succession, c'est vraiment le parcours du combattant. Mais en fait, c'est le parcours du combattant pour l'héritier, pour le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, entre parenthèses 40 milliards d'euros par an qui transitent à ce moment-là. Donc c'est tout l'enjeu aussi de la transmission intergénérationnelle et des nouvelles manières d'épargner qui sont concernées. Donc c'est vraiment le parcours du combattant, aussi bien pour les héritiers, les notaires, les bénéficiaires et même les ministères en fait. Et donc, nous, notre plateforme, c'est précisément ça son enjeu, c'est que ça permet en marque blanche à un assureur de donner un accès à un bénéficiaire qui va pouvoir faire en quelques minutes son dossier, enfin c'est toutes ces formalités déclaratives, fiscales, KYC, documents clés, etc., signature électronique, et donc de pouvoir tout simplement récupérer les sommes qui lui sont dues de façon rapide, compliant, et même chose côté assureur, d'avoir une traçabilité, un pilotage. Voilà. Alors,
par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur les investissements qui sont faits dans le secteur global de la banque, banque assurance, on voit, nous, ce qu'on constate en fait aujourd'hui, c'est qu'on est plus dans un sujet de transformation, c'est-à-dire qu'il y a une telle legacy, il y a un tel poids historique de tous ces contrats et de toute cette gestion informatique aussi des sujets. C'est que finalement, c'est juste de rester à la ligne de flottaison, prendre en compte en fait toutes les nouvelles réglementations, arriver à les implémenter dans les temps, arriver à suivre par rapport à la partie distribution, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et que finalement, on est plus effectivement dans de la transformation digitale très progressive, quand je dis plutôt que d'une vraie réinvention et des process, puisque moi je suis un petit peu plus positionnée sur la partie process, mais aussi des produits. Typiquement, déjà, nous, quand on parle de brancher en API nos outils, va falloir les créer en fait. Côté assurance, on est plus sur des fichiers. Donc, même si nous, on converge actuellement vers le Web 3 pour toute la partie wallet données, c'est quelque chose qui n'est pas du tout positionné avant au moins 3-4 ans aujourd'hui en termes de coopération, quoi. Donc effectivement, on a fait ce constat tous ensemble. Mais du coup, en termes de solutions concrètement, effectivement, tu parlais de la conception, la gestion, la distribution des produits. Pour toi, Christophe, quelles seraient aujourd'hui les capacités que devraient avoir les asset managers justement pour vraiment mettre en marche cette évolution de façon définitive en fait? Alors, il y en a beaucoup. Il y a celles que j'évoquais tout à l'heure, qui sont plutôt des sujets de place, donc réglementation, diligence, faire la carte vitale de l'épargnant, faire en sorte que quand vous êtes utilisateur, je rappelle que quand on fait du direct to consumer, qu'on traite des clients finaux, on traite des plombiers, des boulangers, des avocats, des médecins, et la réalité de leur connaissance de notre environnement, elle est nulle, et c'est absolument pas une critique par rapport à eux. Moi, quand je vais voir un médecin, j'ai pas fait 10 ans d'études de médecine, donc je lui demande de me soigner. Là, c'est la même chose. Quand on vient, on a une problématique, un objectif, et on doit avoir une réponse à la réalité de sa problématique d'un point de vue de l'épargne, sans pour autant être un expert financier. Donc ça, c'est une première logique, c'est faire en sorte qu'on soit capable de traduire une réalité comportementale en une réalité de gestion. Donc ça, c'est faisable à travers effectivement la tech, et il y a pas mal de choses qui se mettent en place, et l'évolution, moi je m'intéresse à l'IA depuis pas mal de temps, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, on change complètement de paradigme. Donc il y a des choses qui commencent à être complètement faisables. Ça, c'est un premier élément. Alors je ne rejoins pas complètement Annabelle sur les sujets de totale intermédiation. Il y a une vraie désintermédiation pour moi qui est en route, et Decentralized Finance va finir le travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'intermédiaires, loin s'en faut, mais ça veut dire qu'ils sont dans une obligation très clairement de s'adapter. Parce que voilà, il y a des néo-usages et des manières d'opérer. Demain, un individu qui vient sur un site de distrib comme moneyone.fr, il devrait immédiatement avoir les produits qui lui sont éligibles et être dans une capacité d'exécution. On en parlait récemment, et c'est un sujet qui m'a toujours halluciné. C'est aujourd'hui, si vous voulez faire 50 € d'épargne par mois, vous êtes obligé de répondre à 75 questions, donner votre justificatif de domicile, votre pièce d'identité, etc. Alors qu'en 3 minutes, vous pouvez être certain de perdre 100 € par mois en jouant à l'euro million sans qu'on vous pose une quelconque question. C'est-à-dire qu'il y a un total décalage entre la réalité d'une consommation classique, voire épicurienne, et la réalité du bien fondé de faire de l'épargne, qui est aujourd'hui une totale évidence. Tout le monde a conscience ici qu'à sa retraite, s'il a 30% de son salaire dans 20 ans, ça sera bien, qu'on doit répondre à différents objectifs, etc. Et donc, c'est inéluctable, la logique d'épargne. Et voilà, donc toutes ces réalités-là sont importantes. La deuxième, c'est que l'utilisateur, il est vraiment dans une logique aujourd'hui de sur-mesure. Je parlais de préférence de durabilité tout à l'heure. La réglementation nous impose de venir tracer le client, de venir le flécher vers des solutions d'investissement qui répondent à ces contraintes de préférence de durabilité environnementale et autres. À terme, très clairement, l'utilisateur, il voudra pouvoir dire « je ne veux pas investir sur le marché chinois pour des raisons politiques, éthiques, je ne sais pas quoi, je ne veux pas investir sur les semi-conducteurs parce que blablabla ». Il aura le droit d'avoir un avis qui lui est spécifique, et donc il devra avoir une gestion sur mesure. Et ça remet complètement en cause à terme la gestion collective, puisque c'est impossible dans un fonds de
venir imposer à un gérant de ne pas aller sur telle ou telle ligne pour des raisons de conviction de marché. Donc il faudra, et la tech va venir apporter cette capacité de venir individualiser des portefeuilles en ligne directe pour différents individus. Donc voilà, donc c'est vraiment la logique de consommation de l'épargne qui va imposer à l'asset manager de venir s'adapter à cette contrainte. Sinon, il va avoir un vrai sujet. La deuxième logique, c'est la logique de distribution. C'est très intermédiaire aujourd'hui. Un chiffre que j'aime bien prendre aussi, c'est que sur 100 de souscriptions aujourd'hui, cette année, par exemple, dans des produits d'asset management, 90 sont issus d'arbitrage. Donc 90 € sont déjà des actifs qui sont investis et qui vont passer de la poche A à la poche B en termes d'asset manager. L'immense majorité de ces flux et de ce stock, il a été constitué sur des décennies et des décennies à travers des modèles traditionnels. Les 10 de flux issus du New Cash, ils sont à 50% investis par le biais de canaux désintermédiés ou digitaux, y compris de néo-acteurs, crowdfunding, crowdlending, etc., des classes d'actifs dont on n'en avait jamais parlé. Et je sors de ça la logique de crypto, où là, les volumes sont totalement hallucinants. Donc, ce qui est en train de fabriquer cette logique de direct to consumer, c'est le stock de dans 15 ans sur lesquels il y aura ces arbitrages qui feront le flux majoritaire. Donc voilà, donc il y a aussi les logiques de distribution de l'asset management, et on sait très bien que l'asset management, il est souvent connecté, corrélé à une logique bancaire. Tous les gros assets, tu parlais d'Amundi, c'est Crédit Agricole, etc. etc. Aujourd'hui, et c'est pas faire offense aux conseillers clientèle bancaire, c'est qu'un conseiller clientèle bancaire aujourd'hui qui vend des téléphones portables, des vélos, des alarmes, des livrets, etc., il ne peut pas objectivement être compétent sur une logique de distribution d'épargne et de corrélation à du risque, de la réglementation, etc. Ils n'auront pas d'autre choix que venir y intégrer des logiques tech pour venir accompagner, faire le conseiller 3.0, qui fait que sur la base de data qu'on a sur les portefeuilles détenus par les clients ou de comptes bancaires, on est en capacité de venir faire des propositions d'arbitrage. Donc elle est vraiment double, la révolution. Elle est tech et capacité de gestion sur mesure de la part de l'asset manager, mais aussi son obligation de venir s'adapter à des néo-règles de distribution, voire d'être un distributeur lui-même, ce que nous, on a décidé de faire. Très clair, Annabelle. Oui, je pense que ça pose plein de sujets. Je partage évidemment le diagnostic sur les nouveaux modèles. Il y a celui, on voit bien, de l'éducation financière qui finalement n'est pas seulement celle de l'épargnant, mais du conseiller, en fait, si j'ai bien compris. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on voit, c'est un petit peu comme tout ce qui s'est passé avec le robot advising. En fait, il y a eu vraiment beaucoup de réticences autour de ces sujets au début, qui étaient perçus en fait par les intervenants comme en place, comme de la concurrence en fait, et qui discréditaient quelque part leur rôle. Maintenant, on est passé à une étape d'après, donc on est clairement plutôt sur la notion de conseiller augmenté. Je crois qu'on va avoir besoin aussi d'épargnants augmentés quelque part, c'est-à-dire de leur donner aussi les clés via l'éducation financière un peu tous azimuts, pas seulement à l'école, mais peut-être aussi à d'autres endroits, pour appréhender plus clairement cette question de la finance, parce qu'on a quand même un retard particulier en France sur ce point-là. Donc là, il y a un gros sujet. Après, ça rejoint la question de la personnalisation, parce qu'on voit bien que la tech, déjà aujourd'hui, elle est absolument en capacité de mettre en œuvre des portefeuilles personnalisés en fonction, je dirais, de toutes les caractéristiques d'un épargnant, de ses choix. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup mis en œuvre. En fait, c'est mis en œuvre uniquement dans des expériences qui sont plutôt minoritaires en quantité, mais par contre qui sont très déterminantes en termes d'indication de vers où on va. Moi, j'aime beaucoup le chiffre que tu as donné sur les 10% de nouvelles collectes, et que sur ces 10%, il y en a 50% qui venaient des canaux digitaux. Parce que ça, je crois que c'est un point super important. Ça veut dire que, en gros, certes, il y a une phase de transformation dans le secteur traditionnel, mais on voit que c'est une transformation un peu lente. Et en fait, par contre, il y a une révolution qui se prépare à côté. Elle se prépare clairement avec et par en fait la génération Z, et c'est celle-là qui est en train de porter le nouveau modèle avec le Web 3. Oh, très clair. En guise de conclusion, parce que le temps passe très vite, tu l'évoquais en filigrane, Christophe. Aujourd'hui, est-ce que le Web3, la finance décentralisée, sera un levier justement supplémentaire pour accélérer ce mouvement de disruption, selon toi ? Pour moi, c'est une totale évidence. Après, voilà, on a parlé, il y a quelques années, on ne parlait que d'ubérisation. C'est la tech qui a amené cette néologique de consommation.
Qui aurait parié il y a 20 ans que Amazon serait le premier distributeur commercial au monde? Pas grand monde. Voilà, donc ça a disrupté un premier modèle de consommation relativement classique. Ça a commencé à imposer aux différents acteurs, y compris Banque Finance, de venir s'adapter à cette réalité. Le Web 3, alors le Web 3 c'est vaste, hein, NFT, blockchain, tokenisation, etc. Mais on va dire que sur sa base technologie, elle amène un univers des possibles qui va mécaniquement totalement disrupter le modèle. En tout cas, pour moi, c'est absolument évident. Et on voit que les très, très gros players investissent de manière extrêmement massive. Ils font du bêta-test autour de tout ça. Et que mécaniquement, c'est très probablement parce que ça sera le nerf de la guerre pour répondre à ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, tout simplement l'adéquation des néologiques de consommation à des néologiques de gestion. Et donc voilà, donc on pourra en parler des heures, hein, mais voilà, tokeniser des actifs immobiliers, ça va permettre de faire des choses qui étaient totalement inconcevables il y a encore quelques années. Voilà. Ouais, complètement. Annabelle, pour la fin? Oui, pareil, avec peut-être aussi une forte évolution du profil aussi psychologique des futurs investisseurs. Cette nouvelle génération, elle est quand même super différente. Elle est beaucoup plus gamer, voire gambler. Elle est aussi très proche de tout ce qui est finance décentralisée. Et puis, elle a une attente de personnalisation totale, quoi. Voilà. Merci à vous. On va passer à la prochaine table ronde, du coup, la dernière de la journée. Merci, on peut applaudir, merci. Merci.